Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, on s'intéresse donc à la défense des éléphants ce soir avec la question LGT ainsi formulée. Éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? Bien sûr, pour participer, les deux canaux pour nous joindre, à savoir le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Je reprends. Le 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire afin de répondre à la question LGT de ce soir. 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. Amoureux du sport, c'est maintenant. Ça démarre maintenant avec les membres de la team déjà présents sur le plateau, à savoir Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Henri-Joël, bonsoir. Marie-Christine. Martial Gorou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Noël Boli, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ne vous attendez pas à ça. C'est bien fait, je vous ai eu. Allez, voilà, on y va. La première rubrique, c'est LGT News. C'est maintenant. LGT News. Les activités de l'OSU pour démarrer les news de ce jeudi. Le terrain de football du lycée moderne de Trècheville réhabilité. En plus de favoriser l'épanouissement des élèves et étudiants à travers la pratique du sport dans tous les établissements scolaires et universitaires, l'OSU songe également à leur offrir un cadre propice. C'est dans cet objectif que cette structure étatique, avec le concours du ministère délégué en charge des sports, a réhabilité le terrain de football du lycée moderne de Trècheville à travers la phase 2 de son projet de réhabilitation des infrastructures sportives scolaires, en présence de plusieurs personnalités ce jeudi, dont le ministre délégué de tutelle, Adjé Silas Metch, et le directeur général de l'OSU, Adama Doumbia, l'on a procédé à l'inauguration de cette enceinte. Ce sont au total 69 établissements qui sont concernés pour cette phase 2 du projet de réhabilitation des infrastructures sportives. Cette projection se réalise sous vos yeux en ce jour historique du 13 mars 2025. Oui, aujourd'hui, cette vision du président de la République devient une réalité tangible, palpable, pratique. L'inauguration de ce matin porte à 14 le nombre d'établissements dont les infrastructures sportives ont été réhabilitées et équipées en matériel sportif pour plus de 2 milliards d'investissements. Après la première phase du projet qui concerne 25 établissements sur toute l'étendue du territoire national, la deuxième étape est prévue pour couvrir 69 autres. C'est le lieu pour nous d'encourager les bénéficiaires qui sont les élèves, nos enfants, nos frères, nos amis, à prendre soin de cet ouvrage-là qui sera mis à leur disposition. Sport pour malvoyants et aveugles. Une finale de Sissi-Foot annoncée pour ce samedi. La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, dirigée par Madame Oulaye Guéhi Chantal, tiendra la finale de son championnat national de Sissi-Foot ce samedi. En effet, l'Agora d'Abobo accueillera la grande finale qui opposera l'Ocambe à l'Azamsi. Avant cette affiche, la NAV Passy et l'USAMT s'expliqueront pour le compte de la petite finale. Ces rencontres promettent un spectacle de haut niveau, mettant à l'honneur le talent, la résilience et la détermination des athlètes malvoyants et aveugles, a déclaré la présidente Oulaye Guéhi Chantal. À noter que d'autres disciplines sportives vont aussi meubler les activités de cette fédération le 22 mars prochain à l'université de Cocody, avec notamment les finales hommes et dames de goalball, un sport adapté aux aveugles, souvent décrit comme le volleyball pour les personnes non-voyantes. Ouvrons le chapitre football. CAN U20 préparation. Zerdouk convoque 30 joueurs, dont Malik Yalkouye contre le Libéria. Les éléphantos continuent de fourbir leurs armes dans la perspective de la CAN U20 que la Côte d'Ivoire accueille du 26 avril au 25 mai prochain.
Le sélectionneur Younes Zerdouk a convoqué 30 joueurs, dont des professionnels, au nombre de 17 pour cette fenêtre FIFA. Parmi eux figure le très prometteur milieu de terrain Malik Yalkouye, dragué par les Aigles du Mali. 13 joueurs locaux complètent le groupe qui affrontera le Libéria pour ce double match amical les 20 et 23 mars prochains à Yamoussoukro. Un regroupement interne est donc prévu du 17 au 24 mars. Pour rappel, les Éléphantins juniors s'étaient récemment frottés au Nigeria lors d'une double confrontation soldée par une victoire de part et d'autre. Voilà, dans le focus de ce soir, on aura le point de la 23e journée de la Ligue 1 et bien sûr les cartons de la semaine seront d'actualité. Et puis dans l'actu, oui, on aura la question LGT éléphant après la publication de la liste. Quelle serait la meilleure formule en défense? Voilà, c'est tout à l'heure dans l'actu. Et vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Henri Joël. J'ai décidé de parler des U20 qui seront à la CAN bientôt en Côte d'Ivoire. Ça sera dans le mois d'avril. Une compétition que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, va accueillir. On aura quand même beaucoup de... On aura la fête comme ça s'est passé au niveau de la CAN des seniors. Et d'ailleurs, l'entraîneur Zerdouk a convoqué 30 joueurs pour peut-être... la fin, on n'est pas très loin de la fin des préparations. Il a convoqué 30 jours cette fois-ci avec ceux qui évoluent en Europe. On rappelle que la période sera une période FIFA, donc la possibilité quand même de faire venir tous ces joueurs qui évoluent en Europe. Beaucoup parlent de Yalkouye, qui, pour certains, le verrait avec l'équipe première. Il a été appelé avec les U20. Moi, je ne vais pas m'attarder sur lui. Il y a d'autres noms qui sont dans cette liste, notamment un certain Patrick Otro, qui va revenir, l'ancien joueur de l'Idrissa Central, qui a quand même avait fait vibrer tous les téléspectateurs de notre championnat qui fait partie de cette liste. Erwan Anikwa, voilà des noms quand même qui reviennent sur cette liste de Younes Zerdouk pour ce match de préparation face au Libéria. Ça sera du côté de Yamoussoukro 20-23. Et on verra à quoi ressemble cette équipe de Zerdouk. Et je pense que c'est 30 joueurs-là qu'on aura la liste définitive pour représenter la Côte d'Ivoire lors de cette CAN que la Côte d'Ivoire accueille à partir du mois d'avril. Très bien. En tout cas, CAN U20, préparation Zerdouk qui convoque 30 joueurs, dont Malik Yalkouye contre le Libéria. Et puis des informations complémentaires avec Martial. En fait, je voulais compléter ce qu'il a dit. Oui. Il faut dire que l'entraîneur Zerdouk va véritablement lancer la préparation de la sélection U20 de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison qu'il a convoqué des joueurs professionnels. Parce que depuis qu'il est arrivé, il travaillait avec les locaux. Maintenant, il appelle les professionnels pour véritablement voir leur profil. Et c'est à l'issue de ce regroupement de ce mois, de mars, qu'il va retenir le groupe qui va représenter la Côte d'Ivoire à cette compétition. Mais maintenant, pour parler de Malik Yalkouye, c'est un jeune joueur de 19 ans. Il est très prometteur. Il joue en Autriche, à Sturm Graz. Et cette compétition lui permettra véritablement de montrer son talent. Parce qu'il était annoncé chez les éléphants. Mais il n'est pas venu. Bon, donc on pense que logiquement, les éléphants joueront la CAN en 2025. Et dans quelques temps, vers la fin de l'année. Donc Malik a le temps, Yalkouye a le temps aujourd'hui de montrer son talent. Et surtout, il sera la tête d'affiche de la sélection ivoirienne à cette compétition-là. Donc, on espère que tout va bien se passer et que le garçon sera au rendez-vous. Et lorsqu'on verra ses capacités à la CAN U20, il aura montré aux uns aux autres qu'il mérite d'être avec les éléphants pour la prochaine fenêtre de FIFA après celle de mars. Très bien, Martial Gourou. Et puis, Borussia Dortmund, Guirassy égale Mohamed Salah. Ballot. Oui, clairement, il rentre dans l'histoire des footballeurs africains en Ligue des Champions, puisqu'il réalise de grosses performances. Il a été très décisif depuis le début de cette Ligue des Champions. Face à l'équipe de Lille, il a été donc passeur décisif pour Bayer à la 65e minute, ce qui a permis à l'équipe du Borussia Dortmund de creuser le quart à 2-1. Et il faut savoir que, bien sûr, son total, c'est une passe décisive, c'est une machine à but, ce Serhou Guirassy. Et alors que du côté de Mohamed Salah, on l'a dit, cette performance de 2017
à 2018 se traduit comme suit: 11 buts en 15 matchs. Donc pour moi, statistiquement, avec le quota, le ratio de passes décisives en plus, pour moi, champion. Et on continue de parler de lui, Guirassy, oui, avec Noël. Oui, enfin, Guirassy, c'est vrai qu'il arrive à 29 ans aujourd'hui. Hein. C'est quand même pas un jeune joueur, il arrive à 29 ans, il a quand même bourlingué en France. En France, je me souviens, il était au Stade Rennais. Quand il est parti du Stade Rennais, on avait l'impression que c'était pas une grosse perte. Il a atterri du côté des Stuttgart où il a marqué quand même beaucoup de buts. Hein. Et dans la saison dernière, il a marqué quand même 30 buts en 30 matchs. Ça commençait quand même à être significatif hein, quant à sa progression. Et puis, il a signé au Borussia Dortmund, c'est-à-dire qu'un club un petit peu au-dessus du Stuttgart en termes de standing. Hein. Et on se souvient tous que quand il a signé au Borussia, malheureusement, ça poussait vers la sortie notre très cher Haller national. Mais bon, c'est le lot du sport de très haut niveau. Mais en tout cas, moi, ce que je veux souligner avec ce garçon-là, c'est qu'il est en perpétuel progrès. Il est en perpétuel progrès et j'espère qu'il va écrire son nom en lettres majuscules dans le Gotha du football africain en Europe. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qu'il faut suivre, malgré son âge de 29 ans. D'accord, malgré son âge, on doit bien le suivre. On va le suivre. D'accord, très bien, c'est noté. Allez, la question LGT de ce soir, amoureux du sport éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? Et tout à l'heure, dans l'actu, bien sûr, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour participer à l'émission, parce qu'on veut vous entendre. Vous avez votre mot à dire ici, dans votre émission, La Grande Team. Voilà, on marque une petite pause, hein. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes, seulement, pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de La Grande Team et on passe au focus de ce soir. C'est maintenant. Et bien sûr, on fait le point de la 23e journée de la Ligue 1, la 23e journée de la Ligue 1 qui s'est achevée ce soir. Déjà, voyons les résultats et le classement. Résultats et classement. Oui, donc la FAD a fait un but partout face à la SOA. Le Stella a disposé de l'équipe d'Iska 1-0. Sio Korogo s'est imposé 2-1 face au Lys de Sassandra. Le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa ont fait un match nul 0-0. Le Sol FC a écrasé l'AS Denguélé 3-0. Le Racing Club a fait donc un match nul, un but partout face à Boaké FC. Le FC San Pedro s'est imposé d'une courte tête 3-2 face à Zoman. Et FC Oza a coupé la poire en deux, 2 buts partout face au FC Mouna. Et ensuite, les incidences au classement. Donc, le Stade d'Abidjan garde la tête avec 46 points. La FAD derrière en embuscade avec 42 points. La SEC gagne un tout petit peu de terrain en enregistrant 40 points, étant 3e. Et les 3 relégables, sinon les 2 relégables, le FC Oza 22 points, l'AS Denguélé 20 points et le Lys en danger avec 23 points. Voilà les résultats et le classement. Donc, bon, finalement, le nul entre le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa, il profite à qui, Martial? Non, moi, je pense que ce nul ne profite à aucune des deux équipes parce que le Stade, à l'issue de la 22e journée, totalisait 45 points. La SEC en avait 39. Donc, si le Stade gagnait, ça allait lui permettre de se détacher. Si la SEC gagnait le Stade, la SEC allait réduire l'écart qui existe entre elle et le Stade. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, quand on prend de façon générale, au niveau de la première place à la 6e place, les classements sont restés tels. À l'issue de la 22e journée, le Stade était premier, la FAD 2e, la SEC 3e, le FC San Pedro 4e, le Mouna FC 5e et le Sol FC 5e. C'est la même chose. C'est le même classement au terme de la 23e journée. Et en bas, au bas du classement, Lys est 14e. C'était la même chose au terme de la 22e journée. Oui. Suit Oza reste encore 15e. Et puis Denguélé ferme la marche. Il y a un petit bouleversement au niveau du milieu du tableau. Ici, Mouna, qui était 5e au terme de la chose de l'autre journée, 22e journée, reste 5e. Sol FC reste 6e. Le Stella, qui était 9e, vient aujourd'hui à la 7e place. À la 7e place. Voilà, oui. donc la SOA, qui était 9e et 8e. Zoman, qui était 7e, descend à la 9e place. Donc, voilà un peu les changements intervenus. Mais dans l'ensemble, je crois que cette journée n'a pas été profitable aux équipes du haut du tableau comme aux équipes du bas du tableau. Bon, mais les yéyés, ils font un pas de plus vers le titre. Oui, moi je pense que déjà ça a été profitable au Stade d'Abidjan. Hein. Le Stade d'Abidjan, oui. En cas de victoire de la SEC se rapprochait de 3 points du Stade d'Abidjan. Le Stade n'a pas perdu. Et le Stade a gardé la même
le même écart qu'il y avait avant le match face à la SEC. L'équipe d'AFAD n'a pas fait mieux. L'AFAD est toujours à 4 points du stade parce que dans cette bataille-là, je pense que le véritable adversaire du stade d'Abidjan pour le titre, c'est la SEC. C'est-à-dire, en cas de victoire, la SEC aurait mis plus de pression sur le stade d'Abidjan par rapport aux 8 ou 7 journées qui restent pour la fin du championnat. Donc, je pense que c'est le stade qui s'en sort très bien à l'issue de cette journée, puisque les Yéyés ont su contenir la SEC Mimosa, parce que j'ai été au stade pour voir un peu ce match. Ils ont su contenir la SEC, même si par moment, il y a eu des occasions pour cette équipe du stade d'Abidjan. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la SEC a été un cran au-dessus, même s'il n'y a pas eu le but, la SEC a été un cran au-dessus. Les jaunes noirs en voulaient parce que, bon, c'est l'équipe qui était sous pression, c'est l'équipe qui devait gagner. Le stade n'a fait que contenir cette équipe et pour l'instant, il maintient très bien cette distance-là face aux jaunes noirs. Le stade d'Abidjan toujours en tête du classement. Oui, Balo. Oui, c'est une bonne chose pour le stade, mais moi je serais plus optimiste pour la SEC Mimosa parce que je pense que s'il y avait la défaite pour les Mimosas, ça aurait été pire au classement. Moi je pense que ce qui est bien dans un championnat pour une équipe qui est classée 3e ou 2e, c'est d'essayer de rester au contact avec le premier. Donc en l'état actuel des choses, il y a 6 points entre le stade d'Abidjan. En cas éventuellement de 2 défaites, voire 3 nuls, la SEC Mimosa peut se remettre en selle. Donc moi, je pense que je vais voir la chose d'un autre œil pour dire que, pour moi, la SEC, quand même, sort profitable de cette rencontre-là, dans la mesure où ils ont réussi à ne pas se faire distancer au classement et ils réussissent à rester au contact et à rester en embuscade en cas de contre-performance du stade d'Abidjan qui peut éventuellement, jusqu'à la fin de saison, encore chuter quelque part. Donc pour moi, je pense que les Mimosas ont réalisé la bonne opération. Oui, Noël Boli, sur la SEC et le stade d'Abidjan. À partir du moment où ils font maintenu, donc c'est le statu quo, quoi. En plus de ça, on s'est quand même rendu compte que l'AFAD, qui est quand même 2e, n'a pas pu profiter de ce match nul, alors que c'était vraiment l'occasion pour elle de recoller au peloton de tête. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc du coup, les équipes de tête n'ont pas marqué de différence. Donc c'est le statu quo. Espérons que ça va se dénouer un petit peu dans les prochaines journées. Mais bon, quel enseignement tirer de ça, si ce n'est que bon, la locomotive n'a pas bougé, quoi. N'a pas bougé. Bon, donc finalement, la FAD qui devrait se concentrer sur la 2e place. Non, je veux dire, quand on est un club ambitieux, on peut toujours aller chercher le leader, quoi. Se contenter de la 2e place. Bon, déjà là, neutralisé par la SOA. Oui, enfin, c'est encore un couac. C'est encore un couac, parce qu'on considère quand même que la FAD a quand même plus de prédisposition dans son entendement en termes d'équipe que la SOA, au vu de son classement, j'entends bien, et que là, non, c'est pas... Non, la SOA, d'abord la SOA, parce qu'il aurait fallu qu'elle gagne ce match pour au moins recoller au peloton. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On espère que les prochains matchs, elle va le faire, mais en tout cas, elle perd trop de points en route. Trop de points en route. Et puis FC San Pedro et FC Mouna, est-ce que ces 2 équipes peuvent encore rêver du podium, Martial? Oui, tout est possible, il reste 7 journées. Quand on voit la position du FC San Pedro, ils ont 37 points, le leader, le stade en a 46, la FAD qui est le dauphin à 42, la SEC qui est 3e en a 40. Donc s'il reste 7 journées, il y a 21 points à prendre. Donc je pense que mathématiquement, tout est possible. Maintenant, il revient maintenant FC San Pedro et à Mouna d'avoir une certaine régularité, une constance dans les résultats et puis espérer que les équipes de tête coincent ou perdent pour pouvoir véritablement décoller. Oui, Henri Joël. Oui, aujourd'hui fini 3e dans le championnat est synonyme de Coupe d'Afrique, puisque nous avons toujours les 4 places, c'est-à-dire le premier et le 2e qualifiés pour la Ligue des Champions, ou les éliminatoires de la Ligue des Champions. Le 3e et le vainqueur de la Coupe nationale jouent en Coupe de la Confédération. Donc aujourd'hui, finir sur le podium est synonyme de participation à une compétition africaine. Donc aujourd'hui, on voit très bien que le FC San Pedro, champion en titre, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, est en train de faire une remontée, même s'il y a eu quand même un petit trou d'air à un moment du championnat. Ils sont en train de remonter. D'ailleurs, ils ont chassé l'équipe de Mouna à la 4e place. Ils sont désormais 4e, tout juste talonnés par l'équipe de
de Mouna FC. Donc, ça sera une bataille pour ces deux clubs-là pour essayer d'accrocher une place qualificative pour les compétitions africaines. Et pourquoi pas aussi essayer d'aller plus loin, parce qu'à un moment, l'équipe de Mouna était tout juste derrière la SEC à Mimosa, même si pour l'instant, il y a près de 6 points entre eux et les jaunes et noirs qui sont à la 3e place. Mais je pense que tout reste possible. Il reste encore 7 journées. Ces différents clubs-là auront quand même des duels entre prétendants, soit au podium, soit au titre. Donc, je pense que tout est encore possible pour ces clubs-là. Et puis, on n'oublie pas même l'équipe de Sol, qui est toujours aussi en embuscade. Ils sont 6e avec 32 points. Ils ne sont pas très loin des autres. Donc, en tout cas, la bataille va se jouer jusqu'à la fin de ce championnat. Et puis, oui, Marcel Gourou en parlait, le Stella Club. Bon, est-ce que c'est la fin de la traversée du désert pour le Stella Club? Balo? Oui, c'est possible, parce qu'on a pu noter, pour le match que j'ai eu à commenter face à Isca, on a noté quand même un grand changement au niveau du jeu de cette équipe du Stella qui, offensivement, a produit un jeu plus intéressant, avec de la projection rapide vers l'avant, des jeux dans l'intervalle, avec des alliés, notamment Doumbia Bangali et Guessou Christ, qui ont montré des choses intéressantes. Donc, offensivement, on a eu un changement dans le bon sens de l'équipe du Stella. Et surtout, collectivement, on sent quand même une équipe un peu plus impressionnante qu'on a eu durant ces 2 dernières défaites ou ces 3 voire 5 derniers matchs. Donc oui, rendez-vous compte qu'au bout de 6 matchs, c'était une équipe qui n'avait pas pu inscrire de but. Ouais. Et finalement, sur cette rencontre, elle a pu ouvrir son compteur but, ce qui veut dire que non seulement mathématiquement, ça change, sur le jeu, ça change, dans l'état d'esprit également, il y a un changement. Donc oui, Jalal Radouane a pu, en tout cas sur ce match-là, a pu apporter quelque chose. C'était la club qui passe donc de la 9e place à la 7e place, c'est ça, Marcel? Oui, mais je pense qu'il faut féliciter les Magnons d'Agamé, mais il faut espérer que cette équipe ne tombe pas dans ses travers. Parce que le véritable problème du Stella, c'est la constance. Ouais. Oui, c'est vrai que la formation enregistre un bon résultat, mais attendons de voir la prochaine journée pour voir ce que ça va donner. Oui, Noël Boli, votre avis sur le Stella Club? Le Stella Club, bon, c'est vrai qu'ils ont licencié mon ami Rigo Gervais. Je suis un peu peiné. Non, mais c'est vrai que... Il est directeur technique ou directeur? Oui, enfin, directeur technique, ça, c'est des postes... bon, enfin, bref, je veux rien dire là-dessus. Faut pas créer de polémique. C'est préférable. Mais bon, en même temps, on s'aperçoit que l'équipe joue un petit peu mieux quand même, parce que bon, c'est vrai qu'ils étaient dans une spirale de défaite qui lui a valu sa tête. Donc, on espère que cette spirale de défaite est vraiment derrière cette belle équipe et qu'enfin, elle va quand même recoller au peloton de tête. Parce que n'oublions pas que le Stella, il y a quelques journées de cela, je crois, il était 3e du championnat. Puis à un moment donné, ils ont commencé à dégringoler au classement. C'était à ne rien comprendre. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à aller. Ils viennent d'enregistrer une victoire. On espère pour elle que ça va perdurer dans le temps. On espère. En tout cas, terminons en beauté cette page consacrée justement à la Ligue 1 avec les meilleurs buts de la 23e journée. Il a bien expliqué, il dit que c'est d'autres stratégiques qui le met remplaçant, mais il faut dire aussi que gagner pour mettre la pression au stade d'Abidjan et fuir celle de l'ASEC Mimosa, c'est l'objectif. Encore une récupération pour la Fala. Non, la formation, oui, penalty. La penalty, l'équipe de la SOA qui va obtenir ce qu'elle aurait dû obtenir sur cette action. Peut-être Jaurès Touré. Et ça fait une bonne minute qu'il a arrêté. Il faudrait être concentré. Il faudra aller terminer sur cette action. Si c'est Isaac qui va partir, et le contre-pied parfait de Sissi Isaac, le capitaine de cette formation de la SOA, pour donner l'avantage logique à la société handisport de l'Armée. Une probable victoire là, le ballon qui est bien levé, la tête. Ça sera l'égalisation pour cette équipe de la FA dans la Ligue qui voulait égaliser. Qui est là? Nangui Moké pour mettre cette tête et permettre aux Afadis de revenir au score. Un but partout. Je voulais juste prendre une bouteille d'eau. Allez, merci. Attention avec ce ballon, la frappe. Oh, le montant droit d'Okaïgé qui va le sauver. Et c'est pas terminé encore avec un ballon envoyé. Ça va sortir. C'est en dégagement au 5,50 m. C'était peut-être l'action, la dernière de ce match, oui. En ce qui concerne le parcours et les résultats, c'est parti donc pour 90 minutes de feu entre le Stella et l'équipe de Isca pour le compte de cette 23e journée. Récupération des stellistes avec Koné Naman
Ils vont pouvoir bien orienter pour Guessou Christ. Guessou Christ qui va repiquer dans l'axe, ballon roulé. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score des Magnons d'Adjamé qui viennent là piquer l'équipe de Isca. On les a sentis un peu moribonds d'entrée de jeu. Mais finalement, ils sont cliniques chirurgicales et au bout de 9 minutes de jeu, ils mènent un but à 0. Et enfin, le Stella trouve le chemin d'enfiler en l'année 2025 sur cette action offensive, l'excellent Guessou Christ. Et c'est Bamba Mohamed que vous avez à l'écran. Il faut bien tirer parce qu'il y a des grands dans cette équipe de Racing. Moi, je connais Issa. J'avais dit. Et oui. Et voilà, ça va faire but. Et ça va faire but, un but de Sidibé Abdoulaye sur un ballon envoyé qui semblait anodin. Eh bien, le Racing fait l'essentiel avec son milieu défensif Sidibé. À 100%. Voilà, à 100%. Il n'y a pas de match d'entraînement. Hein. Attention, Boaké, possibilité d'égalisation. Il va s'en mêler le pinceau. Finalement, il égalise. Il réussit à rétablir la parité. Boaké revient dans le match. Sirima, Zoran, Maziz. Khalil, il vous a dit, il va tenter 10 fois. Mais si un seul ballon passe, il a marqué. Et il a marqué à la 51e. Il a marqué un vrai but. Hein, vraiment, il a dribblé le gardien. Il a marqué. Il y a eu un bon appel. Il a dribblé le gardien. Il a marqué. Appelé du côté des U17. Non, plutôt U20. U20. Ouais. Attention, avec Konaté. La frappe de Konaté, Omar. La patate jaune. Et ce ballon qui est repoussé par le gardien de but, Mohamed. Et le 28 qui était là dans le parage. Diomandé Ahmed. Diomandé Ahmed, c'est lui qui va donc marquer le but de Diomandé Ahmed en cette 15e minute. Venir dans la partie. Il n'y a pas d'hors-jeu. Avec Ouma Konaté. Ouma qui va faire le break et inscrit à son 9e but de la partie, le 9e but de la saison, le 2e pour l'équipe. Le dernier ballon de cette rencontre. Le contre favorable pour Denguélé, plutôt pour l'équipe de Sol FC. Avec cette possibilité, le 3e but de cette équipe de Sol FC. Et le but va porter la griffe de ce garçon. Voilà les buts de la Ligue 1 avec justement les meilleurs buts de la 23e journée. Le dernier match sur l'FC, l'AS Denguélé, Noël, vous étiez sur ce match? Oui, j'ai eu la chance d'être bord terrain sur ce match-là avec les antennes, sur les antennes de la 3. Oui. En tout cas, ce que je peux dire sur ce match-là, il y a eu quand même la marque d'un futur très grand. Enfin, on espère que ça ne va pas lui monter à la tête. Hein. Parce que vous savez, les jeunes joueurs, à partir du moment où vous commencez à dire c'est un futur très grand, ils arrêtent de travailler. Hein. Enfin, j'espère que ce ne sera pas son cas. Il m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules et puis en plus, il est bien encadré par les dirigeants. En tout cas, c'est le jeune Omar Konaté qui marque un but, qui fait une passe décisive. Vous voyez le 3e but qu'il donne, je veux dire, il déboule comme ça, on a l'impression que lui, il a une moto et que l'autre, il a un vélo. Quoi. Je veux dire, c'était tellement flagrant. L'autre image même. Voilà, c'était tellement flagrant, mais en tout cas, j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que c'est quand même son 9e but. Et puis en plus de ça, il y a le Sol FC qui monte quand même au classement, du coup ils sont 6e, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que dans l'idée des dirigeants, c'est pour aller chercher les places africaines. J'espère qu'ils pourront l'avoir, ils pourront l'avoir cette place africaine, parce qu'ils ont dans leur attaque un joueur de très grande qualité. La question LGT de ce soir, ils les font après la publication de la liste. Quelle serait la meilleure formule en défense? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, on passe au carton de la semaine. C'est maintenant. Allez, un principe très simple, même chaque membre de l'équipe choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation, donc le carton vert satisfaction, le carton jaune
avertissement et le carton rouge, sanction. On commence avec le carton de Henri Joël. Alors, un petit carton jaune à la Ligue régionale de Bandoukou. Ah. Je vais quand même expliquer rapidement. Alors, cette ligue, il y a de cela quelques jours, je dirais même le 2 mars, il y a eu une rencontre qui s'est soldée par une bagarre au niveau du stade El Hadj à l'intimité de Bandoukou, match qui opposait l'équipe de Agna Sport à celle de Sigui. Et à la fin, il y a eu de la bagarre. Alors, ce n'est pas la première fois que dans cette ligue, de tels événements se déroulent. Il faut se rappeler que la saison passée, il y a eu une situation similaire dans la rencontre GFC des Bango face à AS Bethel. Il y a eu aussi de la bagarre où même l'entraîneur des Bango et un des arbitres, en l'occurrence le 4e arbitre, sont venus aux mains. Ils se sont bousculés et il y a eu même une gifle de la part de l'arbitre, le 4e arbitre, en direction de l'entraîneur. Alors, il faudrait que cette ligue-là, quand même, songe non seulement à renforcer la sécurité lors des rencontres, parce que c'est vrai que c'est un match de foot, on vient pour s'amuser, on vient pour suivre quand même ce qui est intéressant et ce qui est considéré comme le sport roi en Côte d'Ivoire, mais on voudrait aussi repartir à la maison comme on est venu, sans égratignure. Alors, à l'issue surtout lors de la saison passée, à l'issue de la rencontre, il y a eu quand même la commission de discipline qui a statué, qui a donné un verdict. Et surtout, on a eu une sanction pour l'arbitre qui a eu à porter main à l'entraîneur. Il a été suspendu 8 matchs. 8 matchs, on était en fin de saison. Il y a eu, il me semble, 2 matchs après à la prononciation de sa suspension. Et là, nous sommes à la 4e journée. Alors, pour quelqu'un qui a été suspendu 8 matchs, moi, j'ai été étonné de voir que c'est lui qui a officié la rencontre du 2 mars entre l'équipe de Sigui et l'équipe de Agna. C'est le même arbitre. Il s'appelle Kofi Kobena Armel, qui a été suspendu l'année passée en fin de saison, 8 matchs. C'est lui qui était au sifflet. Là, il était 4e arbitre. C'est lui qui était au sifflet du match de Agna Sport, le 2 mars du côté de Bandoukou. Moi, j'ai bien envie de comprendre. Alors qu'il n'a pas encore atteint ces 8 matchs? Voilà. Quand on fait les calculs, normalement, il n'a pas encore atteint ces 8 matchs. Ou du moins, s'il a été gracié, là, on n'a pas encore reçu le courrier qui le gracie. Donc, ça, je me pose beaucoup de questions. Donc, j'invite, c'est pour cela que j'ai sorti le jaune, pour ne pas sortir le rouge, j'invite la Ligue de Bandoukou à être très regardant sur les matchs qui se déroulent au niveau de Bandoukou et surtout au niveau de sa zone de compétence. Très bien, donc un carton jaune, avertissement donc à la Ligue de Bandoukou. Et puis le carton de Martial Gorou. Bon, Marie-Christine, nous brandissons un carton vert à l'équipe des Côte d'Ivoire féminine U17. On se souvient que samedi dernier, cette formation avait été battue par son homologue burundaise sur la marque de 3-1. C'était le second tour des éliminatoires du prochain mondial de U17 qui aura lieu cette année. Et tout le monde, ça il faut le dire, ils étaient nombreux qui étaient sceptiques, se disaient que ça en était fini pour les filles d'Adelaide Coudunion. Mais hier, belle surprise, cette sélection ivoirienne a réalisé une remontada en battant les Burundaises sur la marque de 3-0, ouvrant ici la qualification pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du mondial U17. Ce qu'il faut retenir, c'est que après nos recherches, cette équipe burundaise avait perdu son match, elle était éliminée, elle a été repêchée. Donc, les Ivoiriennes ont pris cette formation de haut. Elles ont cru que cette équipe qui était éliminée, qui a été repêchée, ne pouvait pas les battre. Donc, elles ont attaqué cette rencontre vraiment timidement. Donc, c'est comme ça qu'elles ont perdu la première manche. Et il faut féliciter Coudunion Adelaide pour le beau travail accompli en quelques temps, parce que cette formation a été mise en place en février 2024. Oui, il y a seulement 13 mois. Et elle a joué quelques matchs amicaux au Maroc. Ensuite, elle a participé au tournoi UFOA en décembre 2024 au Ghana. Donc, je crois qu'en peu de temps, il y a le travail qui a été fait. Et cette équipe,
en train de progresser, en train de monter en volume. Donc ça veut dire, contrairement à ce que les gens pensent, il y a du travail qui se fait à la base, surtout au niveau du football féminin. Donc il va falloir compter avec cette sélection pour les années à venir. D'accord, donc le miracle a eu lieu, vous donnez donc un carton vert aux éléphantes U17. Tout à fait. D'accord. Ballot, votre carton. Oui, on reste dans la forêt abidjanaise avec le carton vert pour Clément Akpa. J'aime quand vous êtes dans la forêt. Oui, effectivement. Donc c'est une forêt d'encouragement pour Clément Akpa. Carton vert pour lui car il enregistre sa première sélection fort de ses belles prestations avec la Auxerre. Donc félicitations pour cette première convocation et surtout j'espère qu'il nous fera une belle prestation dans le cadre de la fenêtre à venir face au Burundi et face à la Gambie. Donc, carton vert à Clément Akpa pour sa première convocation. D'accord. Noël, oui, avec vous, on sort de la forêt. Oui. Ah ben non, on sort de la forêt, on se plonge dans la mer Rouge, là. Ouh là là. Mer Rouge direct. Il y a beaucoup de poissons là-bas. Mohamed Salah, ça me peine un peu de parler d'un tel joueur avec cette considération du carton. Mais bon, à un moment donné, l'exigence du très haut niveau voudrait qu'on laisse le curseur très haut. Mohamed Salah, c'est un joueur qui nous fait rêver. Hein. Je veux dire, Mohamed Salah, cette année, c'est 29 matchs, c'est 27 buts, 17 passes décisives. C'est quand même considérable. Mais je ne peux pas comprendre qu'un joueur de sa trempe puisse passer à côté des deux confrontations qui les ont opposées, enfin, l'équipe de Liverpool à celle du Paris Saint-Germain. Je veux bien comprendre qu'on peut passer à côté d'un match, mais pas de deux matchs. Mohamed Salah était complètement aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a hypothéqué de façon claire la possibilité de gagner un ballon d'or qui, peut-être que c'est individuel, mais qui allait peut-être renforcer, si vous voulez, le gain des ballons d'or pour le continent africain. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu énervé contre lui, parce que j'estime que c'est un garçon qui avait la possibilité de pouvoir réaliser des performances de haute volée. Il était complètement absent. Donc du coup, Mohamed Salah, désolé de le faire, mais carton rouge. Carton rouge. D'accord, ok. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine. On va passer à l'actu. On y va. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Ce jeudi soir, nous sommes accompagnés de Ballot. Oui, Ballot, vous allez bien? Ça va, ça va. D'accord. De Henri Joël, vous allez bien? Ouais, je suis là, ça va. Bon, d'accord. De Martial Gourou, vous allez bien? Oui, assez bien, Marie. Assez bien, oui. De Noël Boli, vous allez bien? Coussi-coussa. Bon, carton jaune pour Noël Boli. Voilà, il va coussi-coussa. Vous cassez le rythme, monsieur Boli. Allez, la question LGT de ce soir. Éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? Bien sûr, pour nous joindre, vous avez le 27 21 59 93 99. Le téléphone de la 3 est ouvert. À présent, vous pouvez nous appeler. Les éléphants leaders du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 n'ont pas droit à l'erreur face au Burundi le 21 mars prochain au stade de Meknes. Pour cela, MS Faye va devoir s'appuyer sur une base arrière solide. Quelle serait alors la meilleure formule en défense au regard de la liste des joueurs convoqués? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. Pour aborder les matchs contre le Burundi et la Gambie, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national Emers Faye a convoqué 3 gardiens de but et 8 défenseurs pour constituer sa base arrière. Dans les buts, il aura le choix entre l'habituel titulaire Yaya Fofana et ses 2 substituts que sont Sangare Badra Ali et Mohamed Koné. Pour la charnière, il a fait appel à 4 joueurs, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé et Willy Boli. À cela s'ajoutent 4 latéraux, Wilfried Sango, Gaël Adoué, Hassan Kamara et Clément Akpa. Le match contre le Burundi est d'autant plus à prendre au sérieux qu'il se déroulera en terre étrangère, plus précisément au stade Honor de Meknes. En plus de cela, les Hirondelles sont 3e au classement du groupe F à 3 points des éléphants. L'enjeu est donc de taille. La sélection ivoirienne n'ira pas en villégiature dans le royaume chérifien. Elle va devoir se montrer particulièrement appliquée au niveau du secteur défensif. L'objectif est d'enregistrer le 7e clean sheet de l'ère Faye. Dans un tel contexte, il serait logique que le sélectionneur national parte sur des certitudes. Ainsi, devant Yaya Fofana, indiscutable première option. Dans les buts, il devrait faire confiance à la paire Evan Ndika et Emmanuel Agbadou. En 10 matchs disputés
disputées depuis la CAN 2023, elle a été alignée à 4 reprises avec à chaque fois la victoire au bout. Sur le flanc droit, Guela Doué apparaît objectivement comme une alternative crédible à Wilfried Singo. Emers Faé va devoir choisir entre l'expérience de Singo et la forme étincelante du moment de Doué. Une équation similaire se pose au sélectionneur national sur le flanc gauche. En l'absence des habituels titulaires Ghislain Conan et Christopher Opéry, il aura le choix entre le vécu de Hassan Camara en sélection et la fraîcheur de Clément Akpa, le rookie du groupe. Dans tous les cas, il s'impose à Emers Faé de trouver la meilleure formule défensive pour venir à bout du Burundi le 21 mars prochain au stade Honneur de Meknès. Voilà, et déjà je vous propose de revoir la liste des gardiens de but et les défenseurs convoqués par le sélectionneur national, Emers Faé. Donc, 3 gardiens, Yaya Fofana du SCO d'Angers, Sangara Badra Ali de Sekounkun United Sangaré. et Mohamed Kono de... Oui, Sangara Badra... Sangaré Badra Ali, oui. encore. Et en fait, Mohamed Koné, et ensuite pour les défenseurs, Evan Dika, Emmanuel Abadou, Wolverhampton, Evan Dika, Roma, Ousmane Diomandé, Sporting Portugal, Wilfried Singo, AS Monaco, Clément Akpa, AG Auxerre, Willy Boli, Nottingham Forest, Guela Doué, Racing Club de Strasbourg et Hassan Camara, l'Udinese. Voilà la liste donc des gardiens de but et des défenseurs convoqués par le sélectionneur national Emers Faé. Bon, la question LGT, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? On va commencer avec la meilleure formule en défense de Ballot. Oui, pour moi, la meilleure formule en défense s'articule comme suit. On a Wilfried Singo à droite. Dans la charnière centrale, nous avons Evan Dika et Ousmane Diomandé et Clément Akpa sur le flanc gauche. Donc Clément Akpa, pourquoi? Parce que depuis un certain nombre de matchs, sinon depuis le début de la saison, il fait des prestations, montre des prestations étincelantes, intéressantes, étant donné que Ghislain Conan, qui apparaissait comme le taulier de cette défense, sinon de ce poste de latéral gauche, étant absent, étant en train de retrouver du temps de jeu du côté de la 2e division espagnole, pour moi, il fallait apporter du sang neuf, voir comment est-ce que Clément Akpa, qui est sur une bonne pente en ce moment, pouvait montrer de quoi il est capable en sélection. Maintenant, ensuite, pour la charnière centrale, Evan Dika, parce que jusque-là, en termes de régularité en sélection, c'est le joueur, pour moi, le plus régulier, en tout cas en termes de performance, en termes d'état d'esprit également. C'est un joueur qui apporte de la sérénité en défense. Et ensuite, Ousmane Diomandé. Pourquoi Ousmane Diomandé? Je regarde ses stats, c'est 23 matchs et déjà 2 buts avec le Sporting Portugal cette saison. Pour un défenseur central, c'est un très très bon ratio. Et on se souvient qu'il avait vite été enterré à cause de sa bourde face aux Super Eagles du Nigeria lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, il y a là l'opportunité de lui offrir une porte de retour si vous voulez, par le sommet dans cette sélection. Et ensuite, Wilfried Singo, pour le match déjà que j'ai eu à suivre, c'est vrai qu'il revient un peu de blessure, mais pour le match que j'ai eu à suivre face à Toulouse, il a été pour moi, en tout cas, un joueur intéressant. Il a même heurté le poteau dans les toutes dernières minutes, alors que l'AS Monaco menait 1-0. Donc, pour moi, cette prestation-là m'a fait penser que oui, là aussi, il pouvait bien tenir ce côté droit des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, nous avons la proposition de Ballot. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Oui, M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Salut tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Allez, on vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? Éléphant. Bon, Guigui. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, les forces spéciales en défense. Les forces spéciales en défense, il y a Sengo, il y a Indika, il y a Badou, et puis il y a Akpa, et puis il y a Fofana, Yaya. Voilà, c'est eux qui vont bloquer la défense, et puis ils vont qualifier pour le mondial. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon chef au forces spéciales de Emers Faé. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà. Éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? Martial Gourou. Bon, je pense que si on se base sur le schéma préférentiel de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est le 4-3-3, et c'est à partir de ce schéma que j'ai donné les noms des joueurs que j'ai retenus,
En défense centrale, il y a Evan Dika, qui est quand même le métronome de cette défense, tant en équipe nationale qu'en club. Ensuite, il y a Emmanuel Agbadou. Et pourquoi Agbadou? Parce qu'on a constaté que la paire Evan Dika-Agbadou est plus complémentaire que les autres paires. Maintenant, sur les côtés, le côté droit, je prends Guela Doué. Pourquoi Guela Doué? Par rapport à Wilfried Senghor, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Parce que lors des 2 dernières journées au niveau du championnat français, en Ligue 1, M. Senghor Wilfried n'a pas été titularisé. Au contraire de Guela Doué, qui a été titularisé et qui figure parmi l'équipe type à 2 reprises, lors de la 25e et de la 24e journée. Et comme les Ivoiriens bien dit qu'il faut mettre les gens qui sont en forme du moment, donc voilà les choix que je fais. Maintenant, si on vient au fait que la Côte d'Ivoire va affronter le Burundi, et naturellement, vous savez, ce genre d'équipe, supposée faible, aime jouer bloc bas. Donc, il est fort possible que ce Burundi-là joue en 5-4-1 pour empêcher les Ivoiriens de venir dans leur défense. Donc, si le Burundi joue ce schéma, ce bloc bas, je crois que MS Fayet, vraiment, risque de jouer en 3-4-3. Oui, c'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a 3 défenseurs centraux, et Evan Dika, Emmanuel Agbadou et Senghor qui va venir dans l'axe. Et avec 2 couloirs, d'un côté Guela et de l'autre Clément Akpa. Donc, voilà, maintenant avec 2 autres milieux, et puis sur les côtés, bon, en attaque, un couloir, et puis un avançant. Donc, je crois que voilà un peu ce que je dis. Schéma préférentiel, traditionnel. Je choisis Emmanuel Agbadou et Evan Dika. Sur les côtés gauche, je prends Clément Akpa, et sur le côté droit, je prends Guela Doué. D'accord, merci beaucoup, Martial. Coach Martial Gourou. Merci. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Damas. Il nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, Monsieur Damas. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Éléphant, après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense pour vous? Oui, voilà, on peut dire que au niveau de la défense, en tout cas, pour fermer ces murs de Berlin, là, il pense bien qu'il faut une diga qui est comme au centre, le défenseur central, et aussi avoir sur le côté droit, bon, John Kouzounou, malheureusement, n'a pas été appelé. Et aussi, côté gauche, comme Mme Gourou l'a dit, il faut mener Akpa, et aussi certains demander. Voilà. Donc, Emmanuel Agbadou, lui, a sa raison d'être. Donc, franchement, il doit être là. Même si, malgré l'absence de John Kouzounou, Emmanuel Agbadou, et puis Akpa, c'est pourquoi, sincèrement, on le suit très bien, et il est pas aussi mal. Dans le côté droit, moi, je veux qu'il y ait aussi Senghor, et puis, Evan Dika qui est à la centrale. D'accord. D'accord, Monsieur Damas. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Voilà, il nous appelait donc d'Abengourou. Oui, la proposition de Henri Joël. Alors, moi, j'ai fait une défense à 4 et je me suis appuyé quand même sur ce que le coach Fayet a dit en conférence de presse. C'est vrai qu'il avait parlé de forme du moment, mais pour le mondial, il a parlé d'expérience pour aller sur le vécu, l'expérience pour aller à cette Coupe du Monde. Donc, moi, j'ai fait cette formation-là en fonction du discours d'Emes Fayet. D'accord. Alors, dans l'axe, c'est Agbadou et Ndika. On l'a déjà dit ici, même dans l'élément, ça a été dit, la paire fonctionne très, très bien. Les deux sont complémentaires, et, voilà, ils s'entendent très, très bien dans l'axe. Ensuite, à droite, j'ai mis Wilfried Senghor. C'est vrai que Guela doit quand même faire une bonne petite partie ces derniers jours, mais quand même, Wilfried Senghor, c'est l'expérience. Wilfried Senghor, quand même, c'est du vécu avec les éléphants. Et souvent, dans la carrière d'un joueur, il y a ces difficultés-là qui arrivent, mais ça n'enlève en rien au talent de Wilfried Senghor par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il a vécu avec l'équipe nationale. Et puis, toujours sur l'expérience et le vécu, je mettrai Hassan Kamara. Hassan Kamara, parce que, vous savez, Clément Akpa, tout le monde est unanime que c'est un garçon qui est en train de monter en puissance, mais est venu le faire jouer dans un match d'éliminatoire de Coupe du Monde face à une équipe qui est 3e et qui a la possibilité de nous rejoindre
au classement en cas de victoire, je pense que ça sera un peu risqué. Donc, on part avec quelqu'un qui connaît déjà l'équipe nationale, qui a déjà joué, qui a quand même une petite, des automatismes avec ceux qui sont là. Je ne dirais pas peut-être sur le terrain, mais au niveau de l'entraînement, au niveau même des discussions, parce que cette dernière convocation, il a été présent, donc forcément il a des affinités avec certains joueurs au niveau de la défense, donc ça plaide en sa faveur et je pense que MS Faye va s'appuyer sur ça pour essayer de former une défense, parce que bien vrai que sur le papier, étant supérieur à cette équipe burundaise, il va falloir aller aussi avec beaucoup de sécurité et ne pas aller se jeter tout de suite à l'abordage, parce que quand même c'est l'équipe du Burundi aussi, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe sur le continent. Tout le monde est en train de travailler et tout le monde a la possibilité de créer la surprise. C'est pour cela que j'ai mis cette défense assez expérimentée pour affronter le Burundi. C'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Wagbo. Il nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous remercie. Voilà. Voici mon point de vue par rapport au classement. En défense. En défense, ok. Allez-y. Ouais. Guéladoué numéro 2. Sengo numéro 5. Willy numéro 4. Oui. Et puis Hassan Kamara. Voici la paire qui sied. Parce que nous allons affronter des équipes qui vont présenter des joueurs de grande taille. Ça compte dans la compétition. La personnalité des joueurs. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Par contre, la personnalité des joueurs. Parce qu'on va pour une grande compétition. Il faut que les gens nous choisissent des joueurs qui ont le gabarit. C'est important. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Wagbo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Guéladoué, Stengo, et puis Willy Boli, et on va transmettre Stengo dans l'axe. Et puis Willy, ils ont la taille, et puis maintenant Hassan Kamara. C'est ce que je vois. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Wagbo, qui nous appelait de Lakota. Merci beaucoup. Après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? On a entendu Martial, Henri Joël, Ballot aussi. Il reste Noël. J'ai cru qu'on ne voulait pas m'entendre. Non. Ne vous inquiétez pas. Je commençais à avoir peur. Je fais pitié. Je me suis dit, oulala. Non, j'ai eu, voilà, comme le dit Henri Joël, j'ai eu un peu pitié. Bon, allez-y. On va prendre ça comme ça. Oui, enfin, moi je rejoins, ma composition de défense est sensiblement identique à celle de Henri Jo. Je pense qu'il a dû copier. Certainement. Ah bon? Certainement. J'ai tout fait pour parler en premier. C'est pour ça qu'il me faisait des signes pour ne pas que je vous laisse parler. C'était vraiment une blague. Mais pour être plus sérieux, je pense que c'est la composition qui apporte un peu plus d'assurance quand même. Je veux bien comprendre qu'on a des compositions un petit peu exotiques, un peu olé olé, mais là, à un moment donné, on est quand même dans la compétition. Puis dans la compétition, il faut être sérieux, quoi. La charnière centrale, Ndika Agbadou, c'est la charnière centrale qui a joué les 3 ou les 4 derniers matchs. Donc il y a quand même beaucoup de complémentarité. Je ne pense pas que le coach va changer comme ça pour changer, ça m'étonnerait. Les coachs, ils aiment bien avoir de la certitude. Ils ne vont pas s'engager comme ça sur des choses où on fait des essais. Là, on est en match officiel, en phase éliminatoire. On n'est pas en match amical. En match amical, on peut se tenter des essais ici et là, mais là, on est en match officiel. Donc je pense que je suis quasiment persuadé que cette défense, ce sera celle-là. En tout cas, l'axe défensif, la charnière défensive, ce sera Agbadou Ndika. D'accord? À droite, il mettra Singo. Parce que Singo, il a plus de bouteilles, même si c'est vrai, comme a dit Martial, aujourd'hui, il a quand même quelques difficultés parce qu'il revient un peu de blessure. Mais bon, c'est Singo. Il a quand même l'expérience du très haut niveau. Il a l'expérience des matchs internationaux. Donc, je pense que ça ne lui cause pas de problème. Et puis Singo, à partir du moment où il sent le parfum des grandes compétitions, il sait répondre présent. Et il y a plus de certitude avec Singo. Et à gauche, je mettrai Camara, qui lui aujourd'hui est habitué quand même aux joutes de la Serie A, d'accord, de la Serie A, où il y a quand même il y a beaucoup de rigueur. On les connaît, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu pacifié, mais à l'époque, c'était le Catenaccio. Donc je pense qu'il fait partie quand même de cette école italienne où on sait vraiment défendre. Pourtant, lui, il a une grosse capacité offensive. Et je pense que par rapport à son expérience, c'est lui qu'on mettra. Je ne dis pas que les petits jeunes, en parlant, je veux parler de Guéladoué à droite,
qui n'est pas mauvais. Hein. C'est vrai qu'il fait des belles prestations avec son club de Racing Club de Strasbourg en France. Mais je pense que Singo est encore au-dessus. Et à gauche, on ne va pas mettre le jeune Clément Akpa qu'on vient de sélectionner, quoi. Je veux dire, on l'amène, on ne va pas le jeter à l'abattoir comme ça pour un premier match international. Je pense que Hassan va démarrer et que dans les 10 dernières minutes, si ça se passe bien, on peut le faire sentir un petit peu le parfum international, mais on ne va pas le jeter comme ça de premier abord dans les joutes africaines, parce que s'il se loupe, c'est mort pour sa carrière internationale. Donc je pense que le coach, il y a quand même une partie psychologique qu'il faut mettre, il faut tenir compte, et je pense qu'il ne va pas le jeter comme ça à l'abordage. Donc voilà, pour moi, cette défense me paraît la plus complémentaire, la plus, j'ai envie de dire, la plus sûre et la plus expérimentée pour aller affronter les joutes africaines. D'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, la très grande Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, Monsieur Kofi Mathieu. Votre proposition pour la meilleure formule en défense. Bon, moi, j'opte pour une défense à 4 avec Ndika et Agbadou au centre. Maintenant, sur les côtés, Akpa, et puis sur l'autre côté, Odilon, comment dirais-je, Wilfried Senghor. Wilfried Senghor, parce que pour la Coupe du Monde, je crois qu'il faut des défenseurs solides et des défenseurs qui ont déjà vécu ensemble où l'automatisme va être de mise. Bon, Akpa, lui, il a ce privilège parce que sur son côté, apparemment, il est seul. Bon, il y a Hassan Kamara. Bon, il y a Hassan Kamara, mais moi, quand je regarde sa prestation à Auxerre, je vois que vraiment, il est un cran au-dessus. D'accord. Donc, c'est pourquoi je le propose. D'accord. OK. Voilà. OK. C'est bien noté, Monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Une bonne suite d'émission. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la publication de la liste, quelle serait la meilleure formule en défense? C'est la question LGT de ce soir. Martial, oui, vous voulez rebondir? En fait, moi, ce que je voulais dire, je dis que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir quand même des défenseurs de qualité. Parce que ces défenseurs qui ont été retenus pour cette fenêtre, à un degré moins de Willy Boli qui n'a pas tellement de temps de jeu dans son club. Le reste, je pense que c'est le meilleur du moment. Mais parlons par exemple du jeune Guela Doué, on l'a vu, on l'a lancé face à l'Uruguay, qui est l'une des grandes nations de football. Mais le garçon a démontré une certaine maturité. Il a même marqué un but d'anthologie. Ça montre que, déjà, il est en confiance avec cette équipe de Côte d'Ivoire. On l'a vu face au Tchad. Il a été quand même bon. Maintenant, s'agissant d'Hassan Kamara, c'est vrai, il a l'expérience de la sélection. Mais ce garçon, il était présent au mois de novembre, la fenêtre du mois de novembre. On ne lui a même pas donné une minute. Alors que celui qui était là, Christopher Opéry, était en souffrance. Donc je m'interroge, je me pose la question. Comment un titulaire en souffrance, et puis le sélectionneur ne donne pas ne serait-ce que quelques minutes à celui qui fait sa doublure. Donc je me dis que quelque part, depuis qu'Hassan Kamara, l'équipe de Côte d'Ivoire, il joue rarement. Donc je crois qu'il n'a pas tellement ces repères-là avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un garçon aujourd'hui qui fait une saison exceptionnelle. Je suis d'accord. Mais donc, voilà les raisons pour lesquelles je fais les deux choix de Clément Akpa sur le côté gauche et de Guela Doué sur l'autre. Parce que, à la vérité, Wilfried Senghor, c'est un très bon joueur. Mais sa caractéristique, il est un joueur des extrêmes. Quand il est bon, il est bon. Mais quand il n'est pas bon, sincèrement, je l'ai vu contre la Sierra Leone, je l'ai vu aussi contre la Zambie, mais c'était le jour et la nuit. Il sera bon. C'est le souhait de tous qu'il soit bon, en tout cas. Et puis, Yaya Fofana, bon, lui, on peut dire que désormais, c'est indiscutable. Hein, il demeure dans les buts. Oui, je pense que c'est indiscutable. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que le sélectionneur pourrait changer sur le poste de gardien de but. Parce que voilà, il y a la coordination d'ensemble avec ces 4 défenseurs. Il y a la communication, il y a les liens qui ont été tissés depuis pas mal de temps maintenant avec les différents défenseurs. Donc, logiquement, de manière lucide, pour moi, il sera dans les perches.
Et puis Aimé Brière, consultant sportif, nous donne son point de vue sur le sujet de ce soir. On l'écoute. Il n'existe pas de projet viable sans une défense rigoureuse. Loin de nous l'idée de faire un classement, à chacun son job. Néanmoins, certaines tendances s'affichent à partir de la liste des défenseurs fournie par Emers Faé. Dans les perches, Yaya Fofana, ces derniers mois, est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais nous aimerions bien voir à l'œuvre sa doublure, Koné Mohamed. Pour les défenseurs, de gauche à droite, eh bien, nous n'avons pas encore trouvé de joueur de la qualité de Ghislain Conan, qui n'est pas encore remis en jambes. Opéry est en Turquie, il est blessé, ça tombe bien, mais Opéry avait montré quelques limites. Donc pour ce poste-là, le sélectionneur national dispose de Ouattara Ousmane. Oui, c'est l'expérience, Ligue 1, Première Ligue, Calcio. Il est bon au marquage, il est efficace dans la relance. Maintenant, dans l'axe, eh bien, nous avons Ivan Dika, le roc de l'AS Roma, incontournable, impeccable, la véritable tour de cette défense. Maintenant, avec qui sera-t-il associé quand on pense que, eh bien, il est possible que nous alignions une défense à plat avec 4 défenseurs? Eh bien, Ousmane Diomandé, en premier lieu, tiendrait la corde. Sporting Club de Lisbonne, Coupe d'Europe. Il est dur sur l'homme et il est très efficace au marquage, dans le jeu aérien également. En deuxième option, eh bien, nous avons Agbadou, qui est la révélation dans ce domaine. Eh bien, Agbadou, lui aussi, a beaucoup d'avantages. Il est très efficace dans les airs. En troisième option, on pourrait parler de Willy Boly, c'est l'expérience, c'est le jeu aérien, c'est le placement, c'est la relance. On a véritablement du beau monde. Maintenant. À droite, eh bien, on a Singo, qui est actuellement le meilleur latéral droit du continent. Singo, c'est la garantie d'une performance régulière. Il ne faut pas, dans ce domaine-là, forcer pour faire jouer Doué-Guéla, le binational, sous prétexte que eh bien, Singo peut jouer comme défenseur central. Non, il faut mettre les meilleurs à leur poste. Eh bien, Emers dispose de bons joueurs. C'est du lourd, c'est du très lourd. Néanmoins, quand on parle de défense, il faut plutôt parler de jeu défensif. Et ce jeu défensif implique l'apport d'autres joueurs que nos défenseurs nominaux. Voilà l'avis donc du grand Aimé Brière sur la question LGT de ce soir. Et puis bien sûr, on va écouter aussi l'avis du public sportif ivoirien. Pour moi, la meilleure formule pour la défense de la Côte d'Ivoire est la suivante. Je propose comme ça Wilfried Senghor qui joue latéral droite. Dans l'axe, on a Ndika et Agbadou. Le latéral gauche, je propose Doué-Guéla. Voilà. Avec cette formation-là, je crois qu'on pourra gagner le match. Ndika et Agbadou. Maintenant, comme les ailiers, à droite, Senghor et à gauche, Akpa Clément. Pour moi, Akpa Clément, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle sortie pour lui. Moi, je préfère Agbadou et puis Ndika dans l'axe. Maintenant, sur les côtés, je préfère Senghor et puis Akpa. Moi, selon moi, par rapport à leur performance. Ce qui a été fait par M. Emers Faé est déjà très bonne. Et pour la défense, M. Ndika et M. Agbadou. Et au côté droit, M. Wilfried. Voilà, côté gauche, M. Doué ne serait pas mal. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir concernant la défense, justement la meilleure formule en défense des éléphants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les news données en début d'émission, on vous les redonne et c'est dans LGT News. On y va. LGT News.
Les activités de l'OSU pour démarrer les news de ce jeudi. Le terrain de football du lycée moderne de Trècheville réhabilité. En plus de favoriser l'épanouissement des élèves et étudiants à travers la pratique du sport dans tous les établissements scolaires et universitaires, l'OSU songe également à leur offrir un cadre propice. C'est dans cet objectif que cette structure étatique, avec le concours du ministère délégué en charge des sports, a réhabilité le terrain de football du lycée moderne de Trècheville à travers la phase 2 de son projet de réhabilitation des infrastructures sportives scolaires, en présence de plusieurs personnalités ce jeudi, dont le ministre délégué de tutelle, Adjé Silas Metch, et le directeur général de l'OSU, Adama Doumbia, l'on a procédé à l'inauguration de cette enceinte. Ce sont au total 69 établissements qui sont concernés pour cette phase 2 du projet de réhabilitation des infrastructures sportives. Cette projection se réalise sous vos yeux en ce jour historique du 13 mars 2025. Oui, aujourd'hui, cette vision du président de la République devient une réalité tangible, palpable, pratique. L'inauguration de ce matin porte à 14 le nombre d'établissements dont les infrastructures sportives ont été réhabilitées et équipées en matériel sportif pour plus de 2 milliards d'investissements. Après la première phase du projet qui concerne 25 établissements sur toute l'étendue du territoire national, la deuxième étape est prévue pour couvrir 69 autres. C'est le lieu pour nous d'encourager les bénéficiaires qui sont les élèves, nos enfants, nos frères, nos amis, à prendre soin de cet ouvrage-là qui sera mis à leur disposition. Sport pour malvoyants et aveugles. Une finale de Sissi-Foot annoncée pour ce samedi. La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, dirigée par Madame Oulaye Guéhi Chantal, tiendra la finale de son championnat national de Sissi-Foot ce samedi. En effet, l'Agora d'Abobo accueillera la grande finale qui opposera l'Ocambe à l'Azamsi. Avant cette affiche, la Nav Passy et l'Usamt s'expliqueront pour le compte de la petite finale. Ces rencontres promettent un spectacle de haut niveau, mettant à l'honneur le talent, la résilience et la détermination des athlètes malvoyants et aveugles, a déclaré la présidente Oulaye Guéhi Chantal. À noter que d'autres disciplines sportives vont aussi meubler les activités de cette fédération le 22 mars prochain à l'université de Cocody, avec notamment les finales hommes et dames de goalballon, un sport adapté aux aveugles, souvent décrit comme le volleyball pour les personnes non-voyantes. Judo, Nicolas Chillard, suspendu 4 ans. Le judoka français Nicolas Chillard est désormais situé sur son sort. Contrôlé positif à l'ostarine par l'Agence mondiale antidopage dans la foulée de sa victoire à l'Open d'Océanie en octobre 2022, le combattant âgé de 27 ans a été suspendu pour 4 ans par la Fédération internationale de judo. Sa suspension, qui a pris effet du contrôle positif le 7 décembre 2022, prendra fin en 2026. Le judoka français est donc interdit de tatami jusqu'à cette date. Le champion de France des moins de 81 kg en 2018 avait pourtant contesté ce contrôle devant le tribunal arbitral du sport, mais il a été débouté. Il va devoir purger sa peine. Ouvrons le chapitre football. CAN U20 préparation. Zerdouk convoque 30 joueurs, dont Malik Yalkouye contre le Libéria. Les éléphantos continuent de fourbir leurs armes dans la perspective de la CAN U20 que la Côte d'Ivoire accueille du 26 avril au 25 mai prochain. Le sélectionneur Younes Zerdouk a convoqué 30 joueurs, dont des professionnels, au nombre de 17 pour cette fenêtre FIFA. Parmi eux figure le très prometteur milieu de terrain Malik Yalkouye. Voilà, on ne pourrait terminer l'émission sans un retour sur les 8e de finale de la Ligue des champions UEFA. Les 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA qui ont connu leur épilogue mercredi. Déjà, voyons le tableau et le tableau des résultats enregistrés. Oui. Oui, le club Bruges
s'est incliné 3-0 sur la phase retour, donc 3-1 à l'aller, 3-0 pour Aston Villa. Le Real Madrid a battu l'Atlético 2-1 à l'aller et a battu l'Atlético au retour 4-2 au tir au but. Le PSV Eindhoven a été éclaté 7-1 à l'aller, 2 buts partout à Arsenal. Le Dortmund Borussia a fait 1 but partout à l'aller, 2-1 en battant Lille au retour. Le Paris Saint-Germain a perdu 1-0 à l'aller et a gagné plutôt, a battu le Liverpool FC 4-1 au tir au but. Benfica a perdu 1-0 à l'aller, 3-1 au retour. Le Bayern Munich a battu 3-0 le Bayer Leverkusen, 2-0 au retour. Et le Feyenoord Rotterdam a perdu 2-0, 2-1 face à l'Inter Milan. Voilà. Et puis le choc Atlético-Real, Noël, oui, qui a tenu toutes ses promesses. Oui, ça a tenu toutes ses promesses. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intensité. Donc techniquement, ça n'a pas tenu ses promesses parce que l'Atlético a refusé le jeu. Comme d'habitude, l'Atlético a trouvé l'espace. Mais c'était très bien joué. Puis Mbappé, qui était complètement sevré de ballon. J'en veux pour preuve qu'il n'ait même pas eu un seul tir au but. Hein. Pour un joueur comme Mbappé, c'est quand même assez fort. Pourtant, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Mais le Real, c'est le Real. Le Real, si vous voulez les gagner, il ne faut pas leur laisser une fenêtre. Parce que même si vous leur laissez une fenêtre, eh ben, ils vont marquer le but, ils vont retourner la situation. Costume, si vous voulez. Haute couture. Haute couture. Voilà, en tout cas, pour revenir à cette rencontre Atlético-Real, déjà cette rencontre qui a été marquée par une polémique lors de la séance des tirs au but. Voyons cette vidéo. Se concentrent, sont soudés. Alvarez, buteur à l'aller. Alvarez s'est frappé sous la barre. Ouais, il a glissé Julián Alvarez au moment de la frappe. Alors, ce tir au but était-il valable ou pas, Martial? Moi, je vais m'en tenir au communiqué de l'UEFA, qui est quand même l'organisatrice de cette compétition. L'UEFA dit oui, ce but n'est pas valable. Parce que selon la loi, au niveau de l'arbitrage, quand on fait un penalty, il ne faut pas avoir un double contact par rapport au ballon. Et le joueur, dans sa chute, a touché d'abord le ballon. Ensuite, il a donné un autre contact. Donc, naturellement, l'UEFA dit que oui, effectivement, l'arbitre avait raison. Maintenant, l'UEFA veut revoir ses règlements par rapport à ce fait-là. Est-ce qu'il ne faut pas revoir cette règle du double contact lorsqu'il y a les pénaltys? On attend de voir. Ballot. Ouais, c'est pas valable, clairement, parce qu'il y a eu double contact sur le pénalty. La règle de l'arbitrage est claire. Même en cas de cadre involontaire du pénalty frappé, eh bien, le pénalty doit être annulé. Mais moi, ça me ramène au fait que le Real Madrid a une étoile incroyable, ce qui relève même de l'irrationnel en Ligue des Champions, parce que ce cas de figure arrive au football. On a eu des cas comme Riyad Mahrez, mais ça arrive rarement. Très rarement. Et ça vient là véritablement aider le Real Madrid dans une période, même d'une séance de tir au but assez équilibrée. Donc vraiment, c'est une chance inouïe qu'a ce club, effectivement, en Ligue des Champions. Mais oui, effectivement, ça relève, non, ça peut relever, même on a l'impression que ça relève du mysticisme, mais tant c'est exceptionnel, parce que le Real, à chaque année... Oui, mais bien sûr, on va avancer, s'il vous plaît. En tout cas, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, son homologue du Real Madrid, Carlo Ancelotti et le capitaine du Real Madrid, Luka Modric, se sont exprimés à la fin du match, justement au micro de nos confrères de beIN Sport France. On écoute. Y que si hay que sufrir como hemos acostumbrado muchas veces, y lo ha dicho antes, este equipo es una máquina de superación y hemos demostrado otra vez. Difícil, como siempre, complicado, aún más complicado por el gol que hemos encajado después. Un minuto de juego y después el partido ha sido bastante claro en la lectura. Ellos defendían, intentaban de buscar a nosotros descolocados, de hacer contra y de hacer transiciones rápidas. La prioridad era, obviamente, de jugar una posesión que podía ser un poco más eficaz, intentando de buscar más oportunidades, pero la prioridad no era complicarse el partido otra vez. El partido estaba igualado, la eliminatoria estaba igualada. Ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que si le has preguntado. ¿Pero la viste? Yo digo que por eso te pregunto. ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado? Pero por Pues eso yo no lo tengo claro. Por eso te pregunto si no tú tengas hablaste miedo. Si tienes miedo, porque después te van a No, yo te pregunto. Noble, si yo te tienes miedo. No, yo te pregunto. Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto si ¿Quién levanta la mano? Vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra Julián, pregunta. ¿qué te dijo? No hablé con él. Si me fui solo a caminar por ahí atrás. Ah. Bon, les affiches des quarts de finale sont connues. Les affiches des quarts de finale. Paris Saint-Germain contre Aston Villa, Arsenal, Real Madrid, FC Barcelone, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Inter Milan. Donc les matchs allés vont se dérouler les 8 et 9 avril 2025. Vos favoris? Paris Saint-Germain, Barcelone, Real Madrid, Inter Milan. Arsenal, Aston Villa. Il va tous les citer. Bayern de Munich. Ah, c'est eux qui sont toutes les favoris. équipes, quoi. D'accord, carton jaune pour Henri Joël. PSG, Oui, Martial. ouais, PSG, le Real, Barcelone et l'Inter. Oui, Noël. Je dis vraiment, je vais citer Paris, mais j'ai vraiment mal au cœur quand je cite Paris. Mais Paris nous a fait tellement une très bonne impression, Noël. une très belle impression que je suis obligé de mettre le PSG. J'ai des amis qui vont rigoler, mais en tout cas Paris et puis le FC Barcelone. Quoi. Carton jaune aussi pour Noël. Voilà, une question toute simple. Moi, j'ai fait quoi autour du pot. Allez, c'est la fin de la grande team de soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, vous en prie. Merci, Marie-Christine. Merci beaucoup, messieurs. Merci Carton à vert. vous. Amoureux du sport, carton vert pour moi. Non, oui, je le mérite. Allez, on se retrouve demain en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.